Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous restons au Sénégal, mais nous parlons de la CEDEAO. Le Sénégal, un nouveau casse-tête pour la communauté, c'est notre interrogation. On connaît un peu la situation actuelle dans la sous-région, dans la communauté ouest-africaine CEDEAO, avec le départ, il y a de cela une semaine, ou un peu plus d'une semaine, des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, Burkina, Mali, Niger. On sait tout le processus qui a conduit finalement à l'annonce de ces départs. Et à peine on en parle, voilà la situation au Sénégal et sur laquelle certains alertaient, qui devient un peu plus sérieuse avec l'annonce du report de la présidentielle, annonce faite samedi par le président Macky Sall. S'en sont suivis plusieurs événements qui ont suscité beaucoup de réactions, tant au niveau des Sénégalais que de la communauté internationale des observateurs et des médias que nous sommes. Nous en parlons. Alors, la CEDEAO est-elle face à un nouveau dossier un peu plus chaud, un casse-tête, comme on le dirait, pour cette communauté qui, aujourd'hui, ou du moins ces derniers moments, ne fait qu'accumuler des dossiers très difficiles à gérer. Louis Kamako, après les États de l'AES, c'est le Sénégal qui crispe aujourd'hui les attentions avec ce report annoncé de la présidentielle et ce vote dont nous parlions tout à l'heure, vote à l'Assemblée nationale, qui a dû nécessiter la sortie des députés de l'opposition et les échauffourées qu'on connaît déjà au Sénégal. Oui, mais malheureusement, quand vous voyez le communiqué que la CEDEAO a fait sortir juste après l'annonce en fait du report de la présidentielle, je suis tenté de vous dire que cette affaire, ou bien sûr le dossier sénégalais, ne lui fait ni chaud ni froid. Parce que là-bas, je crois qu'on l'a toujours dit que souvent, quand on parle de coup d'État, il y a ce qu'on appelle coup d'État constitutionnel, coup d'État militaire. Et souvent, c'est quand il s'agit des coups d'État militaires, c'est-à-dire que quand des hommes entrés prennent le pouvoir, que la CEDEAO réagit. Et jusque-là, elle est toujours restée inactive et passive devant les coups d'État constitutionnels. Et c'est ce que dénonçait tout récemment, en fait, il y a 72 heures, le président burkinabé Ibrahim Traoré, qui disait que les civils sont plus des poutistes que eux. Et donc aujourd'hui, on l'a en face. Quand vous voyez, en fait, ce qu'on le disait tout à l'heure dans le premier sujet, quand vous voyez tout ce qui se passe là-bas au Sénégal, la manière dont le décret qui reporte la présidentielle a été prise, le décret n'a pas été co-signé par le Premier ministre Amadou Ba. Ça veut dire que Macky Sall s'inscrit dans une dynamique solitaire, c'est-à-dire qu'il est là, il se considère justement comme le seul garant, c'est-à-dire que tous les pouvoirs lui sont confiés, il a tous les pouvoirs en main. Il regarde de gauche à droite et puis il prend un décret et il l'impose en fait à toute la communauté ou bien à tout le peuple sénégalais. Donc aujourd'hui, la CEDEAO ne regarde pas ça en réalité malheureusement, parce que quand vous voyez son communiqué, la CEDEAO dit tout simplement qu'elle prend acte en fait de cette décision-là du président sénégalais de reporter les élections et de se maintenir encore au pouvoir jusqu'en décembre. Et après, il y a l'AES justement dont vous parlez aussi a réagi. Et ça dit que sa réaction, ne soyez pas étonnés que sa réaction soit contraire à celle de la CEDEAO. Parce que les 3 pays qui composent l'AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, qui ont quitté justement la BAC CEDEAO, dénonçaient cette passivité, cette inaction-là de la CEDEAO face en fait au coup d'État constitutionnel. Et aujourd'hui, eux, ils trouvent que ce report, ce report de la présidentielle traduit les velléités de Macky Sall de se maintenir au pouvoir et de peut-être briguer un mandat de plus. Je pense que c'est des sujets en réalité qui font que la CEDEAO se fragile de jour au jour. Et comme je le disais tout à l'heure, pour une institution conséquente en réalité, ça devait l'aider à prendre des décisions fermes et rigoureuses. Mais ça n'a pas été le cas. Vous allez juste constater que sa réaction va s'arrêter à ce communiqué-là laconique qui a été publié et puis on va rester là. Maintenant, quand vous allez quand vous regardez un peu dans le rétroviseur, vous allez vous dire que tout ce qui arrive aujourd'hui à la communauté, la CEDEAO en est pour quelque chose. Et parce que ces chefs d'État-là, en réalité, ils se parlent entre eux et ils se copient, en fait. C'est des gens qui aiment se rivaliser et s'égaler, en fait, en termes de longévité au pouvoir. Je le dis, je ne vous amène pas trop loin. En 2017, je reviens justement au Togo, parce que parfois, il faut citer des exemples, en fait, terre à terre, pour que les gens puissent vous comprendre. En 2017, lors de la crise sociopolitique,
qui a été en fait instigé par le parti PNP à Tchadam, je pense qu'à cette époque-là, il ne cessait de tirer la sonnette d'alarme qu'en 2020, le Togo va organiser les élections présidentielles et qu'il va servir de modèle en fait à tous les pays qui vont organiser des joutes qui ont une échéance électorale en cette année-là. Est-ce que dénoncer à l'époque à Tipi à Tchadam, c'est de tout faire. Enfin, ce qu'il souhaitait à Tchadam à ce moment-là, c'est que la CEDEAO fasse tout pour empêcher un mandat supplémentaire à Faure Gnassingbé. Parce qu'il le disait, si Faure Gnassingbé arrive à faire un mandat de plus, et ça fera son 4e mandat, le président ivoirien Alassane Ouattara en fera de même. Le professeur Condé également va vouloir leur emboîter le pas. Et malheureusement, la CEDEAO n'a pas pu résoudre ce problème-là. Au Togo, je vous dis, en fait, la constitution a été modifiée. Et donc, avec effet immédiat, ça a rétroagi. Donc, ça veut dire que les mandats qui ont été déjà exécutés par Faure Gnassingbé ont été multipliés par 0. Donc, c'est ce qui lui donne le droit, en fait, de se représenter en 2020 pour 2 mandats de plus. Et je pense que l'exemple là a été suivi. On a vu qu'après la Côte d'Ivoire, le président Ouattara a fait des micmacs pour se maintenir également au pouvoir. Mais déjà, il avait désigné un dauphin à l'image de Gon Koulibaly. C'est vrai qu'on me dira que la mort est passée par là, mais on sait à peu près ce que ça a donné. Et en Guinée, ça a suscité la curiosité également du professeur Condé qui aussi a trituré la constitution pour faire un mandat de plus. Je pense que c'est des choses en réalité qui doivent être réglées en amont par la CEDEAO pour éviter qu'on arrive à ce genre de situation. Donc je pense que cela s'érige aujourd'hui en mode. Les coups d'État constitutionnels, la CEDEAO pense qu'on peut les tolérer et on ne peut que s'attaquer en fait aux militaires qui viennent au pouvoir avec des ambitions idéalistes, avec des ambitions panafricanistes, c'est-à-dire que des gens qui veulent aujourd'hui remettre les choses sur le bon rail pour que l'Afrique retrouve ses nobles. Donc c'est pour ça que je dis que tout ce qui se passe aujourd'hui, la responsabilité est imputée entièrement à la CEDEAO. En tout cas, la CEDEAO, dans son communiqué, comme vous le disiez, dit prendre note de cette annonce. Elle peut-être comprend le contexte. Elle dit qu'elle est préoccupée par le contexte qui a conduit à cette annonce-là et appelle à l'organisation des élections. Du dialogue. Et justement, oui, pas du dialogue. Des dialogues que la CEDEAO ouvre et ça ne se fait pas. Je me rappelle que pour justement régler le problème togolais en 2017, parce que c'est un exemple palpable en fait, la CEDEAO avait justement ouvert un dialogue. À l'époque, les facilitateurs, je ne sais pas où, médiateurs, on les appelle, le professeur Condé et le président Ghané Nana Addo Akufo, c'est eux qui étaient justement aux manettes. Le dialogue a été ouvert et ça n'a jamais été fermé. Comment ça vous êtes tous au courant que le dialogue a été ouvert le 10 février 2019 ou 2010, je ne crois pas, je ne sais pas, mais et après on n'a pas eu, on n'a jamais attendu un communiqué de la TV. Voilà les conclusions de ce dialogue. Tu as été peut-être couronné. Il y avait eu une conclusion, bien évidemment. Non, quand il y a des rencontres entre ce dialogue qui a été terminé à coup de poisson, quelle conclusion peut-on tirer? Bon, revenons à ce sujet, puisqu'on risque de trop faire du temps sur les exemples. Non, mais c'est pour vous dire que ces histoires de dialogue, ce ne sont qu'une façon en fait de la CEDEAO exhorte le Sénégal à organiser un dialogue qui à parvenir à des élections. Voilà, ça veut dire que l'institution sous-régionale cautionne l'atermoiement en fait des hommes politiques. On va vouloir organiser le dialogue, ça va prendre du temps. Pendant ce temps, Macky Sall va encore se maintenir au pouvoir alors que son délai arrive à terme, ou bien son délai est arrivé à terme avril. Donc ça veut dire que, tout simplement que la CEDEAO veut maintenir le statu quo, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, elle cautionne la prolongation des mandats illégaux. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. En tout cas, la CEDEAO, comme je le disais, a annoncé dans son communiqué qu'elle restait préoccupée par la situation, a appelé les acteurs à organiser un dialogue ou des élections dans de très brefs délais, des élections crédibles et acceptables par tous, même son de cloche au niveau de l'Union africaine qui appelle également au dialogue et à l'organisation des élections pour ramener le pays dans le bon sens, on dirait. Alors, Rodrigue Aïgo, au-delà de ce que connaît la CEDEAO, un nouveau dossier vient de s'ajouter, le dossier du Sénégal. C'est vrai, depuis longtemps,
Déjà, quand on voyait la situation avec l'opposant Ousmane Sonko, certains alertaient la CEDEAO et demandaient à ce que la CEDEAO intervienne. Mais finalement, on assiste au report annoncé par le président Macky Sall. La CEDEAO prend acte dans un communiqué et appelle à l'organisation des élections dans de très brefs délais. Sauf que juste après cette annonce, ce lundi, les députés ont décidé de ramener l'élection jusqu'à décembre. Ben, écoutez, je me demande si finalement, que ce soit l'Union africaine ou la CEDEAO, ne font pas elles-mêmes, en tant qu'organisation, la promotion des coups d'État, que ce soit dans l'espace CEDEAO ou que ce soit sur le continent africain. Parce que prenez juste la charte africaine de la démocratie, des élections, de la gouvernance, l'article 23, je vous lis in extenso ce que cet article dit. Les États partis conviennent que l'utilisation, entre autres des moyens ci-après, pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l'Union. Tout putsch ou coup d'État contre un gouvernement démocratiquement élu. Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières. Tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. Ça, c'est ce que l'Union africaine a adopté dans sa charte portant sur la démocratie, des élections et de la gouvernance. Donc quand vous prenez cette définition donnée à ce qu'on peut appeler coup d'État et ce communiqué publié par le président de la Commission de l'Union africaine, vous comprenez que c'est la nuit et le jour. Vous vous demandez, mais sur quelle planète les gens se trouvent? Mais pour le Sénégal, on a dit qu'on va revenir aux élections. Non, écoutez, Macky Sall n'a pas dit qu'il ce va que vous oubliez, c'est que passé le mois d'avril, Macky Sall sera dans un troisième mandat qui ne dit pas son nom. Conformément aux dispositions de la Constitution qui limite la durée du mandat. C'est quoi la durée du mandat? 5 ans? Renouvelable? Une seule fois. Et les 5 années-là prennent fin en avril. Donc à partir de mai, il sera dans quel mandat? Il sera dans quel mandat? Juridiquement, il sera dans quel mandat? À partir de mai, il sera dans quel mandat? Maintenant, je m'intéresse à la CEDEAO. La CEDEAO dit dans la section 2 de son protocole additionnel portant sur les élections, l'article 2, aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Vous comprenez? C'est-à-dire à 6 mois d'une élection, aucune réforme de la loi électorale. Et la loi électorale, ici, entendez bien, fait appel à la Constitution et au code électoral. Parce que le code électoral est l'émanation de la Constitution. Donc si à 6 mois, on ne peut pas faire de réforme, nous sommes en février pour les élections ou l'élection présidentielle qui doit se dérouler en avril. Non, donc, normalement en février, voilà. Normalement en février, son mandat finit. Normalement en février, c'est-à-dire dans quelques jours, c'était à la veille d'ailleurs de l'ouverture de la campagne présidentielle. À quelques jours de cette date, Macky Sall non seulement décide de, de porter un coup au processus électoral en cours, mais au même moment s'offre le luxe de commettre un délit, un crime, en allant toucher à la Constitution. J'ai entendu de pseudo-députés qui, ma foi, ignorent totalement le contenu de la Constitution du Sénégal, qui disent que non, que c'est un temporaire. Où est-ce qu'on l'a dit? Une modification est une modification. Ils ont modifié la Constitution. Et cette modification, je le dis, sert de prétexte parce que ça rallonge la durée du mandat. Donc, écoutez, c'est un coup d'État constitutionnel que Macky Sall s'est octroyé le luxe d'opérer avec la complicité de ses
ces citoyens égarés qu'on appelle députés. En tout cas, on reviendra tout à l'heure. Ça, pour moi, rapidement. Il faut aujourd'hui que l'Union africaine et la CEDEAO nous disent clairement que nous ne sommes que des instruments qui font la promotion des coups d'État. Et quand il s'agit des militaires, on est contre. Mais quand il s'agit des civils, on prend acte et on leur demande d'avancer. Et je suis d'accord avec Ibrahim Traoré quand il dit que les civils sont plus putschistes que les autres militaires. Parce que quelle est la leçon aujourd'hui que la CEDEAO et l'Union africaine donnent en faisant le silence? Louis l'a dit tout à l'heure. De façon très spectaculaire, on a vu Alassane Ouattara s'offrir ce 3e mandat. Et on a vu Alpha Condé qui a tenté de se l'offrir, tout simplement parce que les deux ont aidé leur professeur au Togo à avoir son 4e mandat. Louis l'a dit tout à l'heure à travers un soi-disant dialogue qui a trompé tous les acteurs. C'est quoi finalement? Est-ce qu'on doit les considérer comme des organisations qui se soucient des aspirations des peuples? Parce que le mandat émane du peuple. C'est le peuple qui donne le mandat. Ce n'est pas l'armée qui donne le mandat, c'est le peuple qui donne le mandat. L'armée n'est pas dépositaire du pouvoir, mais c'est le peuple souverain qui donne le mandat. Et si ces organisations veulent qu'on les respecte, ou veulent se respecter, ou veulent encore redorer leur blason, parlant par exemple de la CEDEAO, je pense qu'il faut arrêter l'hémorragie. Merci beaucoup. Ils doivent tirer des leçons de ce que leur complicité a provoqué avec le retrait de ces 3 pays pour ne pas faire le silence sur ce qui se passe au Sénégal et qui est extrêmement dangereux. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Aego. Adam Adjronou, que se passe-t-il finalement dans la CEDEAO? Le cas sénégalais devient un casse-tête pour l'organisation. On sait qu'il y avait déjà un problème lourd à gérer, celui du départ des 3 pays de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger. Et quelques jours après, voilà Macky Sall qui annonce le report s'inédié de la présidentielle. La CEDEAO, dans un communiqué, appelle à des discussions à l'organisation des élections dans de brefs délais, même sans de cloche au niveau de l'Union africaine. Et puis le lundi, c'est-à-dire hier, l'Assemblée nationale au Sénégal vote une proposition de loi qui permet au président Macky Sall de rester au pouvoir jusqu'à décembre, le 15 décembre prochain, pour espérer organiser de nouvelles élections. Vous savez, c'est, de mon point de vue, un véritable dilemme pour la CEDEAO de pouvoir, en tout cas, se passer de ce problème sénégalais. Vous savez, cette institution, de mon point de vue, lorsque vous parcourez les textes, c'est vrai qu'il y a lu des passages. Je reviendrai là-dessus. Vous constatez réellement que ce sont des institutions en réalité qui devaient jouer le rôle de régulateur lorsqu'il y a des abus des chefs d'État dans des pays. Et je pense que le cas sénégalais est un véritable abus. On ne peut pas se voiler la face, c'est un véritable abus. Il a dit en citant donc ces articles-là qui disent clairement, noir sur blanc, qu'à 6 mois d'une élection présidentielle, nulle autorité à pouvoir véritablement toucher surtout la loi fondamentale du pays, et qui parle de cette loi fondamentale, parle réellement de la loi électorale qui est également une émanation de cette loi fondamentale. Et c'est ce qui s'est passé au Sénégal. Je m'attendais, vous savez, aujourd'hui, l'on cherche des approches. Voilà pourquoi, de moi-même, je pense que la CEDEAO me met véritablement en difficulté, parce que lorsqu'il s'agissait de ces questions-là sur le plateau, je faisais partie de ceux qui disaient que voilà, nous avons eu des coups d'État constitutionnels. Mais s'il faut aller justifier ces coups d'État constitutionnels par des coups d'État militaires que nous constatons, c'est justement parce qu'on manque d'arguments, ou on est à court d'arguments pour avoir des éléments d'approche pour justifier en réalité ce qui se passe. Malheureusement, le temps n'est pas passé. Nous voici devant un autre coup d'État constitutionnel. Puisqu'on ne peut que l'appeler comme tel. Que c'est un coup d'État constitutionnel. Non, on ne peut que l'appeler comme tel. Parce que les têtes sont là, les têtes de la CEDEAO, qui, de mon point de vue, je l'ai dit, devaient jouer le rôle de régulateur. Lorsqu'il y a des abus, et ça c'est un abus véritablement, même si sur le fond, je constate réellement que
la question divise même l'opinion sénégalaise, puisque aujourd'hui chacun il va de son commentaire sur des intérêts. Or, moi je pense que pour une démocratie assez civilisée, il faudrait véritablement qu'on puisse s'accorder sur des points de vue qui reflètent en réalité la beauté de cette démocratie. Tel n'est pas le cas, parce que je le disais dans le premier sujet en parlant du fait que pour certains, ils estiment qu'avec cette prorogation, on pourra plus ou moins ramener leurs leaders qui ont été donc écartés pour ces élections. Donc pour eux, voilà la partie vertueuse de cette prorogation. Or, tel n'est pas le cas. Demain, qu'est-ce qu'on laissera pour la progéniture? S'il faudrait faire les choses comme telles. Macky Sall est l'un des acteurs les plus féroces qui avait estimé qu'il n'était pas possible. On l'a vu dans le cas burkinabé. Le premier coup d'État burkinabé après le départ de Blaise Compaoré, il est intervenu véhément. Et vous l'avez vu également dans les autres pays également. On pensait véritablement que c'était l'un des pays sur lesquels l'opinion internationale comptait, compte tenu véritablement de la manière dont cet apprentissage démocratique au niveau du Sénégal a été expérimenté, est devenu pratiquement l'un des modèles de la sous-région. Or, il y a des vérités, des non-dits que Macky Sall, qui pour moi, vu sur cet angle-là, n'a pas fini de digérer, le fait qu'il a été donc poussé à ne plus se présenter à ces élections-là. Donc, chaque coûte que coûte, à pouvoir s'imposer, bon gré mal gré à l'opinion, comme étant cet acteur-là qui peut tout changer comme bon lui semble. Et malheureusement, c'est aux grandes dames de la communauté internationale, et comme nous le prenons, nous l'avons toujours dit, c'est le principe de subsidiarité qui permet à la communauté internationale, l'ONU, la France, etc., qui prendront langue par rapport à ce que la CEDEAO va dire. Malheureusement, la CEDEAO, pour moi, n'a pas véritablement tranché cette question, justement en ne faisant pas appliquer cette disposition qui voudrait bien évidemment qu'avant les élections, 6 mois avant les élections, qu'on ne puisse pas toucher la loi électorale dans un pays. Mais vous savez, la même question lorsqu'il s'était s'agit du Togo, puisque c'est l'exemple que mes deux co-débatteurs essaient de pouvoir ressusciter chaque fois. Je pense que lorsque vous prenez la classe politique togolaise sur cet aspect de la loi, avait estimé qu'il faudrait avoir un dialogue, même à 6 mois des élections. Il avait dit, mais justement, le gouvernement et la c'était le contraire. C'était le contraire. C'était le contraire. C'était le contraire. Non, adapte la vérité. Non, c'était le contraire. Oui, juste une parenthèse. Juste une parenthèse. C'était le contraire. C'est M. Faure Gnassingbé qui a fait appel à la CEDEAO pour un dialogue. La classe politique de l'opposition, la C14 à l'époque, n'avait pas fait appel à la CEDEAO pour un quelconque dialogue. Parce que justement l'opposition avait porté des griefs contre la CEDEAO par rapport à tout ce qui s'est passé en 2005 et à la suite. Merci beaucoup pour cette précision. Oui, vous permettez. Vous savez, la plupart du temps, on dit que le gouvernement fait appel à la CEDEAO. N'oubliez pas que la CEDEAO a des institutions dans ces pays représentant justement parce qu'il a des mécanismes d'alerte précoce. Lorsqu'il voit le mal venir, c'est lui-même qui essaie donc de pouvoir donc susciter le fait qu'il puisse avoir un dialogue. On peut citer des pays. Donc lorsqu'on dit le gouvernement, je pense qu'il y a plusieurs médiateurs qui ont joué les médiateurs dans nos crises, nos différents crises dans nos pays. C'est pourquoi moi je dis, aujourd'hui la CEDEAO, pour véritablement avoir une efficacité d'action, devait renforcer davantage ces mécanismes d'alerte précoce. Je pense que cette velléité ne date pas du jour au lendemain. On pouvait véritablement anticiper et envoyer ces médiateurs-là aller dire à Macky Sall et d'autres pays également où nous constatons véritablement qu'ils puissent avoir des velléités de tordre le cou ou de pouvoir amener à des actions inappropriées ou qui créent un tant soit peu l'instabilité, puisque le Sénégal est un pays qui vient s'en rajouter à ces pays instables, puisque nous avons dit les heurts, etc., qui continuent, parce que nous savons au Sénégal, lorsque vous comptabilisez les pertes en vies humaines depuis que la question de la représentativité ou non de Macky Sall et autres velléités politiques liées donc à ces acteurs politiques s'est posée, nous avons vu le nombre de morts. En temps normal, je pense que si l'on avait le sens de l'intérêt général et le patriotisme, ce sont des questions sur lesquelles on pourrait s'en passer.
Et justement parce que les acteurs politiques n'ont pas le sens de l'intérêt général et le patriotisme, qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve devant ces actions qui malheureusement ternissent l'image de la jeune démocratie dans nos pays. Merci beaucoup. À vous, rapidement, vous vouliez dire quelque chose avant que je ne vous interrompe pour permettre à Rodrigue, à Adam de pouvoir donner son appréciation de la situation. Rodrigue, un dernier mot sur le sujet avant qu'on ne marque la pause. Oui, le truc, c'est simple. Quand on le dit, quand les chefs d'État se retrouvent, je ne sens pas que leur préoccupation prend en compte les besoins des populations ou encore moins les aspirations de ceux-ci. Alors, parce que si c'était le cas, tout ce qui se passe là devrait normalement constituer une vive préoccupation pour ces organisations qui n'ont pas besoin de prendre acte de cela. Vous vous souvenez de ce que Macky Sall a fait à Yahya Jammeh, lorsque Yahya Jammeh a refusé de partir, de transmettre le pouvoir à Adama Barrow. Vous vous souvenez de ce que Macky Sall a fait avec la bénédiction de la CEDEAO? C'est la CEDEAO. Puisque la décision est collégiale. Non. La décision est il faut aussi les faits sont là. Rapidement, s'il vous plaît. On n'avait pas parlé pour savoir comment est-ce que cette CEDEAO fonctionne. Dans cette CEDEAO, il y a certains chefs d'État qui n'ont pas droit de parole. De toutes les façons, dans tous les élections, même en famille, ce n'est pas tout le monde qui a droit de parole. Nous avons des pays qui sont des pays où on peut... La première fois pour intervenir, ce n'est pas au niveau de la Guinée. Je voudrais que vous répondiez à une question. Tous les pays qui sont intervenus, il y a eu des pays spécifiques sur lesquels on s'est tablé. Alors, Rodrigue, dites-moi, est-ce que la situation telle qu'elle se présentait n'était pas, même si la raison n'est pas valable pour certains, n'était pas quand même une raison pour repousser l'élection? C'est-à-dire, avec la situation des candidatures qui ont été récalées, pour certains, je veux parler notamment de Karim Ouad, dont la candidature récalée a suscité la création d'une commission parlementaire au niveau du Sénégal. On connaît un peu aussi le cas Sonko, même si Sonko s'est résigné à donner sa voix à son plan B, Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que cela ne nécessitait pas quand même qu'on revoie un peu l'organisation de ces élections? Non, rapidement. Nullement, parce que qui a organisé tout ça? Toute cette mascarade est organisée par qui? C'est organisé par Macky Sall. Sur le sujet. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il voyait quand il organisait donc il n'avait qu'à aller tout ce désordre? Il n'avait qu'à aller non, pas aller jusqu'au bout, parce que normalement, c'est plutôt l'opportunité pour lui de quitter le truc là, et que son remplaçant vienne faire le ménage, vienne laver tout ce qu'il a sali. Merci beaucoup. Non, les thèses sont claires là-dessus. On dit qu'il faudrait avoir une longue consensus entre les acteurs politiques. Ce qui n'a pas fait, mais a interrogé le Conseil constitutionnel et l'Assemblée, ce qui n'est pas normal. Les acteurs politiques qui sont intéressés par ces élections-là sont là. Ils devaient aussi avoir un consensus à leur niveau. On n'en serait pas là. Non, je pense que sur le sujet, Macky Sall même a déjà répondu. À un moment donné, les candidats en liste lui avaient demandé de réexaminer les dossiers de candidature. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait juste évoqué l'article 95 de la Constitution sénégalaise qui disait que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Aujourd'hui, il fait face à la situation et il nous fait le contraire. Donc, c'est-à-dire que c'est un président qui s'inscrit dans la contradiction et dans l'antinomie. Merci beaucoup à vous. Il est l'heure du journal. Nous allons marquer la pause, puis on revient juste après le journal pour la suite de cette émission.